Alors, une hypothèse plus sérieuse, on vient de l'entendre d'ailleurs dans cet extrait, c'est le duc ou le comte de Beaufort. Alors, le comte de Beaufort, on en a beaucoup parlé. Il faut rappeler d'abord qui c'était Michel Verger-Franceschi et pour quelles raisons il a disparu, effectivement. Le duc de Beaufort est un personnage qui, en 1669, est un personnage considérable. C'est le petit-fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, et il a donc en Europe deux cousins germains extrêmement puissants, l'un qui est le roi de France, Louis XIV, l'autre qui est le roi d'Angleterre, qui est Charles II. Et on est donc dans un contexte, en 1669-1671, où la France recherche l'alliance de l'Angleterre pour avoir à son service la Royal Navy, et de l'autre côté, on a l'Angleterre qui cherche l'alliance de la France pour avoir des subsides de Louis XIV. Et donc les deux puissances ne peuvent s'allier que si le grand maître de la navigation qu'est le duc de Beaufort disparaît, parce que c'est un ultra-catholique, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais servir avec les officiers des vaisseaux de la Royal Navy qui sont anglicans, et donc pour que soit signée une éventuelle alliance, et effectivement elle sera signée, c'est le fameux traité de Douvres de 1670-71, pour que l'alliance entre les deux puissances puisse être signée, il faut un préalable, c'est la disparition du chef de la marine française, qui est un peu l'équivalent d'un ministre de la marine. Et c'est ce qui se passe, on a entendu, dans une bataille totalement oubliée, le siège très long, interminable en Crète de Candie, de la ville de Candie, qui se défend contre les Turcs et auquel le duc de Beaufort vient porter secours. Or, il disparaît mystérieusement en 60. Vous sous-entendez quand même, Michel Verger-Franceschi, qu'il aurait été tué par Louis XIV ou sur ordre de Louis XIV. Oui, parce que le duc de Beaufort est quelqu'un qui gêne considérablement les relations donc de la France avec l'Angleterre. Et aussi bien Charles II que Louis XIV ne peuvent que souhaiter la disparition de ce frondeur, de cet agité qui veut absolument entraîner la France dans une politique qui n'est pas la sienne depuis François Ier. Depuis François Ier, la France a signé les capitulations avec le sultan et s'entend bien plutôt avec le monde ottoman. Et le duc de Beaufort veut entraîner la France aux côtés de Venise dans la guerre contre l'ottoman. Et donc, le duc de Beaufort part dans cette campagne de Candie en tant que généralissime des armées de l'Église, des armées donc du souverain pontife, et il disparaît d'une façon tellement opportune au matin du 25 juin 1669, c'est-à-dire 2 mois avant l'incarcération du Masque de Fer, que la plupart des contemporains ont dit c'est le duc de Beaufort. Oui, qui aurait été enfermé, en fait, pas assassiné, mais enfermé justement à Pignerol et ensuite avec un masque de fer. Alors ça, ce sont des personnages célèbres, comme aussi la plus extravagante des hypothèses, imaginée en 1790 par l'abbé Soulal, l'hypothèse que le masque de fer aurait été un frère jumeau de Louis XIV, une hypothèse reprise par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne. Je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens partagent et qui a gâché votre vie. Tout a commencé la nuit où notre roi est né. La reine avait mis au monde 2 enfants cette nuit-là. Et celui que je tenais dans mes bras était le plus jeune des 2. Un autre. Il y en a un autre. Soudain, le vieux roi découvrit qu'il avait 2 héritiers. Il ne voulait pas que le royaume soit déchiré par une querelle de succession, alors il décida pour le bien du pays que l'un des 2 devait disparaître. Vous, Philippe. Il ordonna que l'on vous cache votre identité. Mais Louis était monté sur le trône. Il eut peur de vous faire tuer. La légitimité de son pouvoir reposait sur la sanctification du sang royal. Alors, il trouva un autre moyen pour vous faire disparaître. Ouvre la porte, on a un prisonnier. Emmenez-le au 3e sous-sol. Donnez la lettre de cachet au capitaine. Vous vous m'en allez. Pas en prison. Non. Et oui, Louis XIV aurait eu un jumeau qui l'aurait fait disparaître. C'est vrai que la loi salique, la loi de succession, ne prévoit pas ce cas-là. Qui aurait été le roi dans ce cas-là? Michel Verger-Franceschi. Ça, c'est une hypothèse tout à fait extraordinaire et qui a beaucoup séduit, évidemment, tellement elle est extravagante. Et évidemment, c'est une hypothèse qui plaît aux masses en général, parce que c'est beaucoup plus drôle d'imaginer un frère de Louis XIV. Sauf pour le frère. Sauf pour le frère, plutôt qu'un valet inconnu qui arrive à Pignerol en 1669. Mais l'idée de frère, toutefois,
elle aussi, toute légende a un fond de vérité. Et lorsque le duc de Beaufort a disparu, donc le 25 juin 1669, dans le monde ottoman, lorsqu'on parle de Beaufort, on ne dit jamais que c'est le cousin germain du roi de France. On dit toujours c'est un frère de Sa Majesté très chrétienne, donc un frère de Louis XIV qui commandait l'escadre pontificale. Et donc cette idée de frère vient de là. Alors tous les personnages qu'on a évoqués sont des personnages importants. Mais comme les hypothèses, vous les passez en revue, Michel Verger-Franceschi, ne tiennent pas debout, ne sont pas suffisamment étayées, on se met quand même à penser à des personnages moins importants, c'est-à-dire des gens dont il n'était pas nécessaire de recouvrir le visage d'un masque de fer. Alors on a parlé d'un espion italien, le comte Mattioli, et puis alors, c'était l'hypothèse la plus récemment évoquée, et d'ailleurs par beaucoup d'historiens, il y a peu de temps, je pense à Jean-Christian Petit-Fils, un valet tout simplement qui s'appelait Eustache d'Angers. Ça, c'est quelqu'un qui a fait à peu près l'unanimité des historiens jusqu'à maintenant. Alors, Eustache d'Angers ou Eustache d'Auger, c'est comme Marchioli en 1703. C'est-à-dire qu'on est enfermé à la Bastille et on ressort de la Bastille une fois décédé, si on est prisonnier d'État, sous un nom d'emprunt. Alors vous avez des jardiniers qui sont embastillés sous le nom de Pierre Navet, par exemple, ou des pasteurs protestants qui gravent leurs initiales sur une assiette en étain. On va les appeler le graveur ou l'écrivain. Ceux qui chantent des psaumes meurent sous le nom de le chanteur. Et donc Eustache, c'est un prénom, c'est le prénom qui vient du père de Godefroy de Bouillon, qui est le premier ancêtre illustre, croisé du duc de Beaufort. Et donc, visiblement, le duc de Beaufort avait un domestique auprès de lui qui peut être un noir, qui peut être un petit Algérien, un petit mort de bougie, ou un noir venu de Guinée ou du Sénégal, parce qu'il y a énormément d'adolescents noirs autour du duc de Beaufort, et donc on les fait baptiser. Et visiblement, le duc de Beaufort a ce petit domestique baptisé sous le nom d'Eustache, arrêté sur l'ordre conjoint de la cour de France et de la cour d'Angleterre, qui a à cette époque-là un espion célèbre qui est Auger, et donc ce petit enfant, c'est l'Eustache arrêté par Auger, c'est l'Eustache d'Auger, et ça pourrait expliquer à ce moment-là ce nom que l'on trouve effectivement tout au long de la vie du prisonnier basque. Et ce nom que vous êtes le premier, non pas évoqué, parce qu'il a déjà été évoqué dans certains ouvrages il y a très longtemps, mais vous êtes le premier à dire que ce nom, c'est celui de Giafer, justement, un valet de Beaufort, et c'est lui, selon vous, Michel Verger-Franceschi, qui serait le véritable masque de fer. Oui, mon hypothèse part d'un roman à clé ou d'un livre à clé de 1745 qui est l'œuvre d'un certain Antoine Péquet qui se retrouvait embastillé dès qu'il a émis cette hypothèse, embastillé sur ordre de Louis XV, et qui écrit que le masque de fer, donc tout ceci en langage codé bien entendu, serait le dénommé Giafer. Et Giafer serait donc cet enfant, ce petit page, cet adolescent qui était auprès du duc de Beaufort, et ce petit page a vu quelque chose. Et Louvois ne dit jamais que le masque de fer a fait quelque chose. Pendant les 20 premières années de l'incarcération du masque de fer, Louvois, donc le ministre de la Guerre, dit toujours il faut le tenir au secret pour ce qu'il sait, pour ce qu'il a vu, et jamais pour ce qu'il a fait. Ce n'est qu'après la mort de Louvois, lorsque son fils Barbezieux donc lui succède, que l'on va commencer à dire ce que le masque de fer a fait, parce que c'est tellement ancien que le jeune ministre donc n'imagine pas qu'on ait pu enfermer simplement un témoin. Et donc la gentillesse de Monsieur de Saint-Mars à l'égard de ce prisonnier masqué vient de ce que les contemporains savaient que cet enfant devait rester en prison parce qu'il détenait un secret d'État. Et ce secret d'État, on le comprend très bien quand on regarde l'entourage du duc de Beaufort qui disparaît à Candie avec une jeune maîtresse dans son lit. Cette jeune maîtresse, c'est Louise de Keroual. On la retrouve quelques mois plus tard dans le lit de Charles II d'Angleterre. Elle reste la maîtresse de Charles II pendant une quinzaine d'années. Et c'est une femme à qui la cour de Londres et la cour de Versailles ont versé des sommes astronomiques pendant toute sa vie. Elle meurt à 85 ans en 1734, et lorsqu'elle soutire de l'argent au contrôleur général des finances, en particulier à M. Desmarais, le neveu de Colbert, elle dit « Vous savez pourquoi j'ai besoin de toutes ces sommes ? À cause de mes relations avec les Arabes. » C'est elle qui emploie cette expression. Oui, alors ça veut dire qu'elle était au courant justement de ce secret, de ce Giafer. Ça explique aussi le fait qu'il est toujours décrit comme quelqu'un à la peau brune, donc ça expliquerait le fait qu'il venait d'Afrique du Nord, valet du duc de Beaufort. Ça n'explique pas quelque chose, Michel Verger-Franceschi,
Puisqu'il n'était pas connu, pourquoi lui faire porter un masque ? Alors on lui a fait porter un masque visiblement parce que les mémoires de Perse de 1745 le disent, lorsque l'un des deux personnages, donc soit Beaufort, soit le valet, et visiblement c'est Beaufort, disparaît, on a lardé de coups de poignard le visage du valet. Et donc ce valet qui se retrouve avec les nerfs des joues lacérés ne peut apparemment plus manger. Il peut également marcher très difficilement. On a souvent oublié de dire que le Masque de Fer était un personnage transporté pendant 34 ans. On ne le voit jamais marcher tout seul. On le transporte en litière, on le transporte sur un cheval et on lui a mis un masque de façon, comme le dit d'ailleurs Voltaire, à pouvoir mastiquer, c'est-à-dire une sorte de mentonnière. Et à ce moment-là, cette mentonnière... Donc c'est la prothèse. Qui est une prothèse métallique, peut devenir, avec la cicatrisation au bout de 20 ou 25 ans, un masque de velours, ce qui explique que la prothèse soit plus légère lorsqu'il a 40-45 ans que lorsqu'il en avait 15 ou 20. Et ce qu'il aurait vu, c'était l'assassinat de Beaufort. L'assassinat, l'enlèvement, la disparition réelle du duc de Beaufort, dont Louis XIV a fait célébrer les obsèques avec une rapidité étonnante, alors qu'on ne savait pas du tout si le duc de Beaufort était mort. Et on a célébré les obsèques à Notre-Dame de Paris. Et le jour même des obsèques, le ministre de la Guerre en personne, M. de Louvois, est à Pignerol en visite auprès du Masque de Fer. Alors ce Masque de Fer, ce serait Giafer. Si ce valet de Beaufort, si votre hypothèse est exacte, comment expliquer qu'il ait fallu attendre tant d'années justement pour découvrir son nom? Parce que Giafer, finalement, n'est pas un personnage essentiel du tout. Ce que disait Louis XV, hein. Si vous saviez ce que c'est, vous verrez que c'est bien peu intéressant. Exactement, ça n'est pas un grand personnage. Et il n'y a d'ailleurs aucun grand personnage qui disparaît en 1669, entre juillet et août 1669, au moment où s'achève la guerre de Candie, qui est une guerre très très longue, qui a commencé en 1945, donc 24 ans de guerre entre le monde chrétien et le monde ottoman. Et Louis XIV est évidemment très gêné de ne pas aller aider les Vénitiens, ce qui le met mal avec la papauté et avec le roi catholique, avec le roi d'Espagne. Et puis bon, justement, si on préfère d'autres hypothèses, c'est parce qu'elles sont plus séduisantes. On a cherché des hommes célèbres pensant, comme Voltaire, qu'il fallait cacher leur visage parce qu'ils étaient connus. Et finalement, évidemment, Voltaire, mais aussi Dumas, sont plus importants que les témoignages sur lesquels vous vous êtes appuyé, donc pour découvrir celui qui, selon vous, est le Masque de Fer. Merci Michel Verger-Franceschi. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le Masque de Fer, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Homme au Masque de Fer de Randall Wallace, édité en DVD par Fox Pathé Europa, et de La Caméra explore le temps, intitulé Le Masque de Fer de Stelio Lorenzi. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, tout sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Henri Bérec et Olivier Daligo. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.